Évidemment, on va parler du blocage de Paris. Vous l'avez vu, évidemment, vous l'avez vu. Pas Paris, c'est partout, c'est partout. Il n'y a pas un seul endroit où c'est pas mentionné sur les sites d'infos, sur les chaînes d'infos notamment. Plus d'une semaine après le début du mouvement, la mobilisation ne redescend pas. Ce lundi, la FNSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs du bassin parisien ont entamé un siège de la capitale. Après une accalmie au cours du week-end, la mobilisation des agriculteurs reprend de plus belle. On assiste à la mise en place de points de blocage sur les principaux axes routiers menant vers la capitale. Des centaines d'agriculteurs ont commencé à bloquer les routes parisiennes à 14h ce lundi. On recense 21 rassemblements et 25 points de blocage dans 16 départements, ce qui représente en gros 1700 agriculteurs et 1200 engins agricoles. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé un dispositif défensif important. 15 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour éviter tout débordement. Des blindés sont venus se positionner autour de Rungis, une des cibles des agriculteurs. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça aussi. Notons aussi le déploiement d'un hélicoptère dans la gendarmerie pour surveiller les différents points d'entrée de la capitale. Alors, la première salve d'annonce de Gabriel Attal est jugée insuffisante. C'est pour ça que la mobilisation continue en définitive. Pour rappel, le Premier ministre a d'ores et déjà promis la fin de la hausse de la taxe sur le GNR, le gazole non routier. C'est le carburant qui est utilisé par les agriculteurs pour leurs engins agricoles. Il s'est aussi engagé à mettre en place une simplification drastique des procédures administratives. Et enfin, il a assuré que le versement des aides d'urgence serait plus rapide. À l'heure où on se parle, actuellement, Gabriel Attal est en train de recevoir justement les différents syndicats agricoles. Deux syndicats en tout cas. Deux syndicats, voilà, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, ceux qui sont à l'initiative, en gros, du blocage de Paris, du siège de Paris même, peut-on dire, selon leurs termes. Pour être totalement complet, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, promet de nouvelles annonces très prochainement. Ça a été confirmé aussi par Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement. Bon, voilà, en tout cas, on attend donc de nouvelles annonces qui pourraient contenter les syndicats. Zach, on sait que le blocage, c'est pas seulement Paris. Ils ont appelé à bloquer les grandes villes de France. Est-ce qu'à Marseille, t'as vu du changement un petit peu aujourd'hui ? Alors écoute, déjà, Marseille, c'est pas la France. Okay. Ça commence très bien. C'est très bien, très bon début. Et c'est pas la capitale non plus. Okay. Ah, c'est pas la capitale, ouais, ça c'est sûr. Okay. Marseille bébé, c'est Marseille pas la capitale. Bébé. Voilà, bah merci. Oui, bien sûr. Et, pour être très franc, moi je suis pas usager de la voiture, donc j'ai pas eu trop de répercussions, et puis j'ai pas un bureau à l'extérieur de Marseille ni quoi que ce soit, donc je l'ai pas ressenti. Mais tu sais là, si ça en parle à Marseille, s'il y a des blocages en cours, Franchement, c'était pas trop visible. Okay. Honnêtement, c'est plus le conflit israélo-palestinien qu'on voit souvent à Marseille. Il y a beaucoup de manifs à ce sujet-là, okay. Mais sur le volet agriculteur et tout, il y a eu un blocage des taxis par contre aujourd'hui. Et je sais qu'à Paris, il y a eu grève, bien sûr. Taxis des opérations escargot, exactement. Qui ont fait opération escargot avec les agriculteurs. Mais à Marseille, j'ai rien vu de. Ouais, il fallait pas rouler aujourd'hui à Paris ni dans les grandes villes. Ouais. Après, c'est vrai que sont impactés. Pour l'instant, en tout cas, seulement les gens qui prennent beaucoup la voiture et en tout cas qui font des longs déplacements entre les villes, quoi. Bien sûr. Ceux qui veulent venir. Parce que quand tu habites dans un centre-ville, par exemple à Paris, à Marseille ou ailleurs, les tracteurs, ils sont cantonnés en tout cas aux alentours, aux périphériques des villes. Donc pour l'instant, ça va. Après, l'enjeu, c'est s'ils arrivent à faire entrer les tracteurs dans les villes. C'est ce qu'ils veulent en tout cas. C'est ce qu'ils veulent, ce que ne veut pas non plus Gérald Darmanin. Ouais. Après, eux, on les entend souvent dire on va aller sur le périphérique, on va aller jusqu'à Rungis. On va voir ce qui va se passer. Il y a des blindés à Rungis. Je sais pas si vous avez vu cette image. Mais après, moi, il faut relativiser dans le sens où, genre, en fait, ils sont obligés de mettre des blindés parce qu'en face, c'est des tracteurs. Ouais. Donc, tu peux pas mettre des voitures de police classiques, entre guillemets, parce que tu te fais éclater par des tracteurs potentiellement si jamais il y a confrontation. Par des tracteurs. Ah ouais, tu penses que ça va aller aussi loin, toi ? Non, mais eux, ils se préparent comme ça. Ils se préparent, genre, en cas de confrontation et de violence. Ok. Tu peux pas te permettre de prendre le risque que ta police se fasse écraser par des pelleteuses. Après, il faut des tracteurs. Il faut relativiser un petit peu. C'est un mouvement qui s'est très bien passé depuis le début. Il n'y a pas de violence. Bien sûr. Évidemment, il y a eu un drame, mais qui n'était pas forcément en lien avec les revendications. Ouais, après, toi, tu parles du décès d'une agricultrice et de sa fille. Ouais. Mais ils ont quand même incendié la MSA de Narbonne. C'est vrai que dans certaines villes, il y a des choses à la marge. Je suis d'accord avec toi pour dire que le reste tu as raison. est très pisse. Mais... Tu as raison. En tout cas, on peut espérer que ça se passe bien. Pour l'instant, les blocages qui sont effectués, qu'on a pu voir aujourd'hui,
enfin, tout se passe bien entre guillemets. C'est impressionnant comme image. Alors les ça, colonnes je voulais te lancer là-dessus, Zach, parce que le discours de Gérald Darmanin a un peu évolué. Enfin, évolué sans évoluer, parce qu'en gros, lui, il dit pour répondre à la colère des agriculteurs, on va pas envoyer les CRS, on va laisser faire et on va sécuriser. Ça t'a pas un peu étonné quand même, ce deux poids deux mesures avec les manifestations qu'on a pu connaître par le passé ? Ouais, et puis moi je suis pas forcément d'accord avec vous dans le sens où l'emploi de blindés, je pense qu'il est aussi en anticipation de ce qui peut arriver. Il y a quand même des discours de gars. Alors j'espère ne pas me tromper, mais on est quand même sur 2 suicides par jour en France des agriculteurs. En fait, les seuls chiffres qu'on a à disposition, c'est ceux de la MSA, il me semble, qui est une forme de mutuelle. C'est plus compliqué que ça, mais c'est une forme de mutuelle agricole. Et en gros, eux, ils comptabilisent à partir des assurances décès. En fait, il n'y a pas forcément tous les suicides qui sont comptabilisés. Bref. Ouais. Non, mais le fond de mon propos, finalement, c'est qu'il y a quand même un paquet de mecs désespérés. Et comme disait Daniel Balavoine, le désespoir est mobilisateur. Mais surtout qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui n'ont plus rien à perdre. Et il y a des gars qui ont pris la parole en disant si je dois mourir en affrontant les forces de l'ordre, etc., je le ferai. Et je pense qu'il y a des gars qui sont très très chauds là. Et puis moi, pour connaître quelques paysans et tout, les mecs, ils rigolent pas, hein, vraiment. Donc, mais justement, je pense que dans tout, comment dire, mouvement de contestation, il y a des gens qui sont plus ou moins radicalisés et qui vont tenter des trucs. Mais ce sera à la marge, je pense, parce que là, clairement, tout se passe plutôt bien. J'ai vérifié le chiffre justement de la MSA que tu avais évoqué. On a un chiffre, c'est 529 suicides en 2016 selon la MSA. Donc ça fait donc plus d'un agriculteur qui se suicide par jour. En tout cas sur une année, quand on fait la moyenne. C'est énorme quand même, hein, les gars. C'est très triste et c'est un chiffre... c'est énorme, c'est un beaucoup plus gros chiffre que la moyenne de la population, quoi, en tout cas. Mais en réalité, on entend rarement ce genre d'informations. Là c'est un mouvement qui est mis en lumière actuellement parce que justement, il se passe ce qu'il se passe. Mais à l'année, on n'entend pas vraiment... parce que c'est un chiffre alarmant quand même. Enfin, non, ça vous fait pas tilt d'un coup là? Vous dites pas si. Non, j'ai lu un dossier ce week-end dans la presse un peu parce que je voulais vraiment m'intéresser sur le sujet et j'ai lu un petit peu les restrictions qu'ils avaient et les différentiels de normes qu'ils pouvaient subir par rapport aux normes européennes, etc. C'est hallucinant. Et je crois qu'on est passé de la 2e à la 5e. Exactement. 2e au 5e pays exportateur au niveau agricole. Ouais, exactement. En l'espace de 5-6 ans, je crois, je sais plus. Un peu plus longtemps, mais on s'est fait dépasser largement par notamment la Belgique et l'Allemagne. Ouais. Au niveau mondial. Oui. De toute façon, c'est ce que dénoncent majoritairement les agriculteurs aujourd'hui. C'est les traités de libre-échange, entre guillemets, la concurrence déloyale. Eux se sentent un peu contraints, alors que par exemple, on importe des marchandises venues de l'étranger qui n'ont pas ces mêmes contraintes et pourtant qui sont vendues sur le sol français. Eux trouvent ça totalement et injuste. En plus, qui sont vendus souvent moins cher puisqu'ils ont moins de contraintes et donc et souvent moins cher. Production plus bas. Oui, exactement. Ils dénoncent majoritairement ça et surtout aussi leurs revenus. Ils n'arrivent pas à vivre tout simplement de leur production. Parfois, ils vendent à perte. Je pense notamment aux gens qui produisent du lait. C'était le reportage qui m'a un peu marqué. La personne faisait vraiment le calcul sous les yeux de la caméra en disant voilà ce que ça me coûte, voilà ce que ça me rapporte. Le mec vendait à perte. Il perdait de l'argent quand il vendait du lait, quand il vendait sa production. Je trouve ça fou. En France, il est interdit de vendre à perte et nous, on arrive à avoir des situations comme ça. Moi, ça me révolte un petit peu quand même. Moi, ça m'inquiète un petit peu parce que je me dis que finalement, on va avoir... Enfin, c'est surtout le très faible nombre de jeunes qui s'orientent vers ce secteur-là. Oui. C'est-à-dire qu'à terme, en fait, on va plus avoir en interne de production à ce niveau-là. Et voilà. Donc j'ai un petit geste militant là. Moi, j'ai décidé d'aller acheter mes légumes et mes fruits au marché local où il y a les exploitants locaux qui voilà. Bien. C'est cool ça. C'était un des points, notamment durant les annonces de Gabriel Attal. C'était en fait, il voudrait que les Français se saisissent un peu de cette cause et se disent voilà, je préfère acheter français, je préfère acheter local pour pouvoir justement aider le producteur et pouvoir amener ma pierre à l'édifice sur cette problématique-là, quoi. Après, je vais pas faire le rabat-joie, mais du coup, pourquoi les Français ils s'orientent de moins en moins vers ces produits locaux? Tu fais le rabat-joie, là. Tu fais le rabat-joie. Non, mais c'est parce que du coup, l'inflation, on en parle moins, mais l'inflation est toujours... Bien sûr. Elle est toujours forte, mine de rien. Elle est toujours, je crois que si je dis pas de bêtises, genre vers 4%, il me semble, par rapport à l'année passée.
Par rapport à l'année passée, oui. Au global, et j'ai plus le chiffre de l'alimentaire, mais j'avais 6 sur le dernier chiffre, mais ça les doit gens être 4. Ils s'orientent vers, par exemple, vers Leclerc, qui est le supermarché le moins cher objectivement. Ouais. Mais au final, Leclerc, c'est aussi un des acteurs qui contribue au fait que les laitiers, notamment, perdent de l'argent parce qu'en fait, ils ont des coûts de vente bas qui répercutent forcément sur les agriculteurs et les producteurs. Oui. Et forcément, le système, il est perdant pour les agriculteurs, mais les gagnants, c'est les consommateurs. Bah oui, tu fais le rabat-joie. Ben voilà. Parce que oui, non, mais en vrai, c'est vrai, parce que on pense, acheter français, machin, etc., ça coûte un petit peu plus cher. Et oui, quand on n'a pas les moyens, on va pas directement se diriger vers le produit français, on va aller au moins cher, tout simplement. Zach, tu voulais dire un truc? Non, j'ai juste l'impression que c'est un peu hypocrite, tu vois, dans le sens où c'est comme si les mecs ils disaient pour répondre à la sécurité, j'encourage vraiment les Français à acheter un gilet pare-balles, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ouais. non, mais indirectement, ils sont un petit peu je sais pas, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il y a quand même des normes que tu pourrais faire sauter, assouplir un peu les choses pour faciliter le quotidien des agriculteurs, sans derrière dire aux gens, en fait, achetez local, hein, c'est bien, comme ça vous les soutenez, mais nous on fracasse un peu le travail derrière, tu vois, en leur mettant des normes de fous furieux, quoi. C'est vrai qu'au final, c'est eux qui sont responsabilités. Mais quand tu regardes les normes, le truc, c'est que c'est pas déconnant, on enlève des produits pesticides dangereux, etc. Il y a une volonté derrière c'est-à-dire qu'on est super sain dans la production, on tend vers quelque chose de beaucoup plus éthique et de sain sur le plan européen au niveau de la production qu'on a. Donc c'est louable, tu vois. C'est-à-dire moi je suis content quand je mange une pomme française qu'elle soit pas chargée dans un pesticide qui est en Espagne, qui a été reconnu comme machin. Mais à ce moment-là, s'il y a une Europe et qu'elle est là et qu'on fait partie de cette Europe, c'est quand même bizarre qu'on s'aligne pas là-dessus, quoi, et que eux s'alignent pas non plus, et qu'il n'y ait pas un truc vraiment européen à ce niveau-là, un consensus européen. Mais bon, il y a des lobbies qui sont tellement forts, c'est pas du complotisme, on sait très bien qu'il y a du lobbyisme au niveau des produits pesticides, etc. Le film Goliath, d'ailleurs, que je vous conseille, le montre. Mais avec voilà. Pierre Ninet, si je dis pas de bêtises. Pierre Ninet et Gilles Lelouch, ouais. Et Gilles Lelouch, fort. ouais. Ouais, tu le dis. En fait, tu le dis très clairement, c'est parfois le mieux et l'ennemi du bien, et même souvent pour le monde agricole. En gros, on leur donne des choses à respecter pour que ça aille dans le bon sens, parce que clairement, c'est quoi? C'est pour des volontés de préservation de la planète, de préservation aussi de la qualité de la nourriture. Mais c'est tellement contraignant pour eux que ça a un impact sur leur vie, tout simplement. On parle des suicides à l'instant, c'est pas rien. T'imagines en vrai l'héritage que tu donnes à tes enfants même. En fait, tu leur lègues des exploitations. En fait, ils vont trimer toute leur vie en l'état actuel des choses. Hein, Et même si t'es pas encore à vendre à perte, tu fais rarement des gros salaires, voire jamais en fait. Ouais. Et Zach l'évoquait justement tout à l'heure. Il y a des disparités, je précise, mais il y a beaucoup de gens. Il y a des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie quand même. Oui, bien sûr. Hyper disparate comme branche. Oui, j'imagine qu'il y a certains producteurs de champagne et de vin qui doivent être bien lotis à l'heure où on se parle. Zach l'évoquait tout à l'heure, tu sais, c'est l'âge vieillissant des agriculteurs en France et le fait que personne ne va sûrement reprendre leur exploitation. Et il y a très peu de jeunes qui vont il y a 1% des agriculteurs français qui ont moins de 25 ans. C'est ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. On avait déjà évoqué cette thématique-là. C'est fou. Comment est-ce que tu peux redonner envie aux jeunes, justement? Ce serait quoi les solutions d'aller dans cette branche-là quand on voit le bordel que ça fait actuellement et la colère des agriculteurs? Comment tu peux donner envie aux jeunes? Ouais, Zach, dis-moi. Surtout quand on vient de se frapper une crise Covid où on a souffert à un moment et dans l'après-Covid de l'importation de certains médicaments, on s'est rendu compte qu'on produisait quasiment plus en interne sur certains secteurs. Et là, tu te dis, on va faire pareil avec l'agriculture, alors qu'en plus, on a une terre de fous, on a une agriculture de fous furieux sur certains produits, etc. On en parlait avec Galup. J'ai regardé en fait le dernier rapport sénatorial sur les importations. Il y a des chiffres qui sont quand même assez fous, c'est-à-dire que le pourcentage. Les produits laitiers, par exemple, il y a 30% des produits laitiers consommés en France qui proviennent de l'Union européenne, importés de l'Union européenne. Au niveau du poulet, 45% du poulet consommé en France est importé. Wow. Ça a énormément augmenté, ça a pris genre plus 20 points de pourcentage par rapport à il y a 20 ans, mais aussi parce qu'il y a une consommation plus forte hors domicile, tu sais, genre les KFC et tout. Les KFC, les HFC, etc. En fait, ça s'est beaucoup importé de l'étranger. Et pire que ça, les fruits et légumes,
Fruits et légumes, ça c'était fou. Il y a 50% des fruits et légumes qui est importé de l'étranger. Et si on parle juste des fruits, incroyable. 71%. Genre 7 fruits sur 10 en France qui n'est pas produit en France. Donc là, on va au supermarché, la moitié des fruits et légumes. On a regardé juste avant l'émission, j'ai mangé des tomates et elles étaient importées du Maroc. Voilà. Ouais. Exemple parfait. Je savais pas du tout. Parfait. Ouais. Non, ce chiffre, il fait peur quand même. La moitié des fruits et légumes importés. Et même le poulet, frérot. Mais moi, le poulet, alors moi, je suis un grand consommateur de poulet. Vous le savez. T'aimes le poulet, toi. Ouais. Et moi, j'achète les poulets à 43 € le kilo. C'est un poulet bio produit en France, tu vois. Élevé au grain, tout ça, oui. D'accord. Ouais. Ouais, mais c'est louable. C'est mon geste militant aussi, tu vois. Mais c'est bien. En vrai, c'est bien. Il faut que ce soit loué. Parce que tu cherches la qualité à la base, c'est ça, on est d'accord. Ouais, je cherche la qualité. Je trouve ça horrible de me dire qu'il y a des mecs qui ont leur élevage. Et en plus, je pense qu'ils touchent pas un centime sur ce que j'achète, tu vois. Mais bon, je préfère manger une viande de qualité, quitte à en manger moins souvent, tu vois. Mais beaucoup que j'en mange souvent. Mais ouais, je trouve ça cool de faire ça. Ok. Je suis pas très sérieux sur l'écologie et tout. Donc du coup, là, c'est mon soutien aux agriculteurs à ce moment-là. Bon, en vrai, c'est déjà ça. Tout est bon à prendre. C'est déjà ça. Exactement. Je viens d'avoir ta vanne, ça y est, je l'ai eu. La blague louée. Ouais, bravo. Ouais. Félicitations. Ouais, merci. Bravo, Ando. Qu'est-ce qu'on rigole. Ça ira pour ce soir. Merci, Ando. Merci, le Ando. podcast bonne humeur. Ouais. Alors attends, je vais couper le micro d'Ando, bouge pas. Attends, il est où Si, je voulais vous poser la question. Vous avez vu aujourd'hui, justement, sur ces points de blocage, l'apparition d'une certaine Karine Le Marchand qui est venue en soutien. Vous avez vu ça un petit peu ou pas? Ah non, j'ai pas vu, j'ai raté. Vu. Ah ouais? C'était hyper long. C'était hyper long, ça, je te confirme. J'aimerais dire un truc sur Karine Le Marchand. Oui. Je l'ai croisée dans le train. Elle a tout laissé en bordel en quittant sa place. Elle avait rien rangé ni nettoyé. Je trouve pas ça respectueux pour le personnel de la SNCF. Tu dénonces, c'est bien. Tu dénonces, ça balance dans le Non, mais tu as raison. Il n'y a pas de tabou dans Glitch. Tu as raison. Ouais. Surtout que les gens dans le train passent bravo, avec... Ah non, c'est peut-être un Wigo, mais quand c'est dans Wigo, tu sais, il y a des gens qui passent avec un sac poubelle, ça coûte rien. Non, là, c'était business première SNCF, t'inquiète. Ah oui, ok. Et là, voilà. Bon, justement, Karine Le Marchand, en soutien aux agriculteurs, ça vous évoque quoi, là? On n'est pas dans le too much? Ça va pas un peu trop loin, là? Elle je trouve qu'elle c'est une super idée pour elle. Hein. En termes d'image, elle se met très très bien. Ah, elle surfe. Bonne com, ouais. Elle surfe très bien. Alors elle est dans le tube. Elle est dans le tube là et elle le prend très bien. Ouais, non, mais évidemment que. En plus, là, les seuls mots qu'elle avait à la bouche quand elle est allée voir les agriculteurs, c'est bon, non, évidemment, elle leur a apporté son soutien, évidemment. Mais elle a aussi parlé de son doc qu'elle avait sorti il y a quelques mois sur le monde agricole. Enfin voilà. Tout se ramène un peu à elle. Après, en réalité, si ça peut servir aux agriculteurs, que ce soit une voix qui porte, que le message passe, enfin, pourquoi pas? Pour le coup, je suis pas sûr de cet effet-là, quand même. Tu penses pas? Je pense pas que parce que Karine Le Marchand se saisit de la colère agricole, ça évolue. Bah, en vrai, c'est comme Zach avec ses poulets. C'est déjà ça. Non, mais c'est déjà ça. Mais je veux dire, je suis pas sûr que ce soit le facteur X qui va tout changer, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, sachez qu'elle a ramené des petits croissants aux agriculteurs ce matin sur l'autoroute. C'était une séquence incroyable, digne d'une séquence de communication politique. J'ai chialé. Waouh, c'était incroyable. Je sèche mes larmes. Ah oui, des larmes pour les agriculteurs, des larmes pour Karine Le Marchand. Messieurs, enchaînons. Oui. Enchaînons. On va voir ce que ça donne, évidemment, cette séquence blocage de Paris. Potentiellement, on en parlera la semaine prochaine. Honnêtement, je pense que oui. Parce que j'ai vu dans certaines interviews d'agriculteurs la détermination en donnant quelques chiffres. Ouais, on est là au moins pour une semaine. Bon, bah écoutez, oui. Peut-être même qu'on aura du coup plus rien à manger dans Paris d'ici 3 jours. Alors, avec le siège de la capitale de Rungis. Il y en a un qui veut... Non, n'exagère pas, Ando. Le mec, voilà. Paris à feu et à sang. J'ai vu un tweet très marrant. Bloqué. J'ai vu un tweet très marrant qui ne sera pas mon tweet de l'instant X. Tu fais l'instant X avant l'instant X, là. Il disait en réponse à un mec qui disait on va bloquer Paris, etc. Il dit on n'a pas peur de vous. Nous, on mange pas, on est bourré d'anxiolytiques et on va tenir comme ça. Bon, bah, les Parisiens sont prêts, du coup. On est prêts. On est prêts à tenir des semaines et des semaines de siège.